Bienvenue à ce premier Midi-Causerie de la saison de l'Institut EDS, Environnement, Développement et Société. Écoutez, on a la chance pour la troisième année de suite, depuis que notre directeur, M. Stéphane Roche, est notre directeur scientifique de l'Institut, d'avoir notre directeur en personne qui nous ouvre la saison maintenant 2025-2026. Donc, avant d'aller plus loin là, sur la présentation et sur les détails par rapport au Midi-Causerie, j'aimerais que M. Roche nous fasse un petit mot d'introduction, de bienvenue. Oui, merci Jason. Tout d'abord, donc mon nom est Stéphane Roche. J'ai la chance d'être le directeur scientifique de l'Institut EDS depuis 2 ans et demi. Ça fera 3 ans effectivement au printemps prochain. Donc merci à toutes et toutes d'être à tous et toutes et tous, toutes, je vais y arriver, pardon, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, donc c'est un peu comme les midi-conférences de l'Institut EDS là, font partie j'allais dire, des activités de transfert, d'échange, de partage euh, que l'Institut réalise chaque année. C'est un des mandats forts de l'Institut, hein. L'Institut étant, je vous le rappelle, un genre de carrefour panfacultaire qui a pour mission en particulier euh, de promouvoir, encourager, contribuer au développement des initiatives autour du développement durable, de l'action climatique, des transitions socio-écologiques, non seulement à l'interne, à l'Université Laval, là, de façon facultaire, interdisciplinaire, mais aussi et surtout une mission qui consiste à créer du lien avec les communautés, la communauté, les partenaires extérieurs, à l'international, au Québec, au Canada, ce que l'on fait à travers un certain nombre d'initiatives. Et donc, c'est toutes ces activités j'allais dire, d'échange, comme le sont les midi-conférences, sont vraiment importantes. C'est vraiment au cœur de la mission. Et donc, je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Je suis très heureux d'ouvrir pour la troisième année consécutive, et bien modestement, parce que vous allez, Jason va vous présenter un peu une partie de la programmation qui s'en vient, puis vous allez voir qu'on a la chance toujours d'accueillir des conférencières et des conférenciers très, très intéressants, puis pas nécessairement que des universitaires, mais des gens qui s'intéressent à tous ces enjeux qui sont au cœur des activités de l'Institut. Donc, merci encore une fois, puis j'ai bien hâte d'échanger avec vous. Je te redonne la parole, Jason. Merci beaucoup, Stéphane. Oui, les midi-causeries de l'Institut DS, c'est vraiment une occasion de découvrir les travaux des membres de l'Institut et permettre une formule comme ça assez, entre guillemets, informelle où on peut échanger. Euh, donc, on en a un par mois. Je vais me garder pour la fin, vous annoncer les prochains rendez-vous, puis vous allez pouvoir aussi vous abonner à notre liste de diffusion. On a aussi des activités qui s'en viennent là, au niveau de la COP 30 là, qui aura lieu à Belém, au Brésil, là, au mois de novembre. Donc, on a des activités pendant et après. Donc, je vais vous glisser un mot en fin de midi-causerie. Donc, le format est assez simple. On a une présentation de 20-25 minutes. Après ça, questions-commentaires. Donc, on essaie de rendre ça par tour de parole, mais pas trop formel là, pour vraiment favoriser les échanges. Euh, voilà. Puis on a la chance comme je le disais d'emblée, d'accueillir M. Roche, qui est, en plus d'être directeur scientifique de l'Institut DS, est membre régulier depuis plusieurs années de l'Institut. Et il est aussi, bien sûr, professeur à l'Université Laval. Il est professeur à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Il va nous faire une présentation aujourd'hui sur qui a pour titre Conjuguer durabilité urbaine et santé durable, regard croisé Québec, Nantes et Lausanne. Donc, sans plus tarder, Stéphane, je t'inviterai à commencer le partage de ta présentation et je te céderai la parole là, pour, comme je le mentionnais, 20 à Oui, 25 minutes. parfait. Merci beaucoup, Jason. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation, la page d'introduction? Oui, Donc, c'est parfait. merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme je le disais, c'est très honoré de commencer, de lancer le bal de cette série
de Midi Causerie. Alors, le titre, hein, c'est toujours un enjeu de trouver un titre, la conjuguée durabilité urbaine, santé durable, regard croisé Québec, Nantes et Lausanne. Il y a beaucoup de choses dans ce titre, mais en fait, vous allez voir avec les explications qui suivent de quoi il s'agit. Alors d'abord, l'origine du projet, de ce projet, qui vise au fond à développer ou à contribuer à construire ce regard croisé autour des enjeux de santé durable, de santé urbaine sur les trois villes que j'ai évoquées. Ben, l'origine, c'est une conférence qui a été d'ailleurs organisée par l'Alliance Santé Québec, en particulier le Centre Vitam, à l'Université Laval, début décembre 2024, et une conférence qui visait en particulier à être le point de départ de ce qui est une collaboration qui a été actée par la ville de Québec, la ville de Lausanne en Suisse et Nantes Métropole, donc pas la ville de Nantes, mais Nantes Métropole en France. Donc ces trois collectivités territoriales, comme on le dit en France, là, ont décidé finalement de signer une sorte d'entente pour partager des bonnes pratiques et pour développer en commun ce qu'on pourrait appeler une feuille de route en matière de santé durable. Et, euh, et donc, on va un peu revenir là-dessus, mais c'est le point de départ parce que à partir de là, et puis je vous passe les détails, mais donc j'ai engagé moi une collaboration avec la ville de Québec qui m'a d'une certaine manière mandaté pour les aider à développer ce regard croisé. Et ça s'est concrétisé en particulier, alors attendez, excusez, ça s'est concrétisé, vous allez le voir, par un certain nombre de missions sur le terrain. Et c'est un peu suite à ces missions sur le terrain que je vais vous partager un certain nombre comment dire, d'éléments de compréhension de ces enjeux-là. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi ces trois collectivités? Pourquoi on entend de plus en plus parler de villes en santé, de santé urbaine, de santé urbaine durable? Pourquoi au fond les villes dont on comprend à peu près le périmètre d'action seraient des acteurs et s'intéresseraient à la santé? Ben, il y a plusieurs raisons, mais la raison la plus simple, c'est que si, puis là j'ai pris ça, mais j'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples. Puis là, comme la promotion et la diffusion des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est un des axes forts et très structurants de l'Institut EDS. Je m'appuie sur en particulier ce modèle-là. Donc, il y a un des objectifs de développement durable, le 3, qui vise à assurer un monde en santé et assurer la promotion de saines habitudes de vie partout, pour tous les âges et partout sur la planète. Et évidemment, ces 17 objectifs de développement durable, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Là. Ils sont pas mutuellement exclusifs. Il y a beaucoup, beaucoup d'interactions. Puis si on regarde juste, et puis ça, c'est qu'une vision, j'allais dire, euh, particulière et très orientée des interactions et des corrélations ou même des causalités qu'il peut y avoir entre les initiatives et les objectifs, les cibles de certains objectifs de développement durable et le 3. Ben, si vous regardez par exemple le 13, l'action climatique, bon, on va y revenir, mais il y a énormément de co-bénéfices qui ont été démontrés. Et hier soir, il y avait encore dans un des carrefours de l'Alliance Santé Québec, un collègue de l'Institut, Tierno Diallo, qui insistait là-dessus, hein, sur les co-bénéfices pour la santé des mesures d'atténuation et d'adaptation et donc de l'action climatique. Le 12, l'objectif 12 qui est la consommation et la production responsable. Donc là aussi, ça a des liens directs sur la santé. Le 11 qui porte sur les villes, évidemment, les villes inclusives, résilientes, soutenables, sécuritaires, etc. Le 7 sur l'énergie propre et accessible. Le 6 qui porte sur l'eau, et certainement, je pourrais en citer d'autres. Mais juste avec ces 5 exemples d'objectifs, on voit tout de suite que la santé, c'est pas juste une question médicale. Puis c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la santé, ça implique beaucoup, beaucoup d'autres paramètres que les seuls paramètres médicaux de soins. Puis il y a énormément, je passe très vite sur quelques faits là, mais en début d'année, il y a un article très intéressant qui a été publié de l'Ancet, Planète en santé, là, qui
grosso modo, a fait une méta-analyse sur une centaine de travaux qui avaient été faits sur des plans climat dans des villes partout dans le monde, vous le voyez là. Et donc, le résultat de ce travail, je passe très vite, mais euh, ça montre dans chacun de ces cas-là à quel point les plans climat, les mesures d'atténuation, d'adaptation qui ont été mises en œuvre dans ces villes ont eu des effets et ont encore des effets sur le bien-être et sur la santé. Par exemple, sur la réduction de certaines maladies, sur une meilleure résilience de certaines populations les plus fragiles face à des événements climatiques extrêmes, etc., etc. C'est pas d'aujourd'hui parce qu'en 2015, la commission scientifique sur la santé et le changement climatique de ce même journal, le Lancet, là, qui est une référence dans le domaine médical, mettait en garde de la manière suivante et nous disait que les effets du changement climatique pour une population mondiale de 9 milliards de personnes menacent de renverser un demi-siècle de progrès en termes de développement et de santé publique. Donc, vous voyez tout de suite que la santé est largement influencée par d'autres paramètres que les paramètres médicaux. Puis je termine là-dessus les faits, mais vous avez plus ou moins entendu peut-être parler de ce qu'on appelle les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Le petit schéma là est un schéma parmi d'autres qui les montre. Vous voyez qu'il y a effectivement des facteurs qui sont des facteurs très liés à la personne, euh, au genre, à l'âge, à la constitution, des facteurs, j'allais dire, euh, très euh, euh, comment dire, liés au patrimoine génétique. Mais il y a ensuite un certain nombre de facteurs, le style de vie personnel, donc les habitudes de vie, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on consomme, comment on se déplace, euh, euh, est-ce qu'on dort bien, etc., etc. Euh, Ça, évidemment, est inclus dans un certain nombre de contraintes et de champs de possibles que représentent les réseaux sociaux et communautaires. Et puis, vous voyez, ben, ensuite, toutes les conditions de vie et de travail, les conditions de milieu de travail, d'éducation, la production, enfin, tous ces éléments-là qui ramènent un peu à des, si je fais le lien avec la diapositive précédente, avec pardon, les objectifs de développement durable, enfin, toutes ces conditions sont des conditions qui conditionnent en grande partie, qui déterminent en grande partie la santé. Et c'est l'Institut national de santé publique du Québec qui, l'année dernière, euh, fait une étude et qui disait que les trois quarts euh, des gains, enfin, au cours des 100 ans passés, là, du siècle passé, au Québec en particulier, l'espérance de vie a augmenté de 30 ans. Donc on a gagné 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que selon l'INSPQ, les trois quarts de ces gains sont attribuables non pas à l'amélioration du système de santé, même si c'est beaucoup amélioré, mais à l'amélioration de nos conditions de vie, d'environnement et des habitudes de vie. Et je termine sur ce point et sur les faits qui mettent un peu en scène ce que je vais vous dire après. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que pour la première fois aux États-Unis, par exemple, en un siècle, on a noté dans certains États, la Floride par exemple, euh, que l'espérance de vie moyenne était en train de diminuer. Donc c'est la première fois que dans les pays dits développés, l'espérance de vie est en train de diminuer. Ce n'est pas parce que le système de santé est moins performant, c'est en grande partie lié à un certain nombre de décisions politiques. Puis on risque de voir cette espérance de vie diminuer encore avec un certain nombre de décisions, par exemple dans les politiques de vaccination qui ont déjà été prises en Floride ou dans d'autres États américains. Alors, la démarche que je vais vous partager aujourd'hui, je le disais, Québec, Nantes, Lausanne, c'est juste pour situer pour ceux qui ne sauraient pas où sont situés Nantes et Lausanne, là, je ne veux pas vous faire l'affront, mais on ne sait jamais. Euh, donc, ce que je veux faire avec vous, c'est quelques constats. D'abord, quelques constats sur la ville, sur ces trois entités là, ces trois collectivités, puis ensuite un peu une réflexion de synthèse. Donc, mon objectif, je le dis encore, l'objectif de la démarche qui m'a été confiée par la ville de Québec, c'est d'aller évidemment de regarder ce qui se fait à Québec, mais aussi d'aller à Lausanne et à Nantes, de rencontrer les acteurs et d'essayer de mieux comprendre comment j'allais dire, ce concept ou cette idée de ville en santé ou de santé durable se déclinait localement. Euh, Comment s'était mis en œuvre, de quelle manière, comment ça se matérialisait dans des politiques, etc., etc.
Et donc, ben, le livrable, ça a été un rapport que j'ai remis il y a quelques semaines à la Ville de Québec, qui évidemment, pour l'instant, va rester sur les tablettes. Euh, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est en période préélectorale et que donc, pendant cette période-là, les administrations ne peuvent pas publier quoi que ce soit. Et donc, normalement, ce rapport devrait être euh, révisé et publié et rendu public, parce que c'est l'objectif de le rendre public après les élections, si jamais tout se passe bien pour les élections. Donc, ceci étant, Ville de Québec, donc 560 000 habitants, la ville, euh, euh, c'est pas quand je dis fabriquer la santé plutôt que gérer la maladie, évidemment, c'est pas la ville de Québec qui s'annonce comme ça, mais c'est plutôt ce que pour moi a reflété l'analyse de ce que j'ai pu faire à la ville de Québec. Alors, la ville de Québec a pas de vision, enfin pas de vision, a, a une vision, évidemment, de santé durable, très articulée dans des collaborations avec le Centre de recherche en santé durable Vitam, là, qui est un centre du CIUS de la capitale nationale affilié à l'Université Laval, reconnu par les fonds de recherche du Québec. Euh, et donc, cette vision, elle se matérialise pas dans une intégration de ces, j'allais dire, euh, composantes de la santé dans tout ce que la ville de Québec déploie de politique. Donc, il y a pas vraiment d'unité de coordination. Il y a récemment une personne qui a été nommée dans l'administration, dans la grande direction sur la planification et l'aménagement, qui est en charge d'assurer ce mandat-là, mais ça n'est que le début. Néanmoins, il y a tout un tas de politiques récentes. Je prends l'exemple, par exemple, de la vision en matière d'itinérance 24-30 qui clairement adresse, par exemple, les enjeux de santé mentale, qui adresse les liens entre le cadre de vie et ces enjeux-là, et qui pose un certain nombre de gestes pour, dans le contexte de la lutte à l'itinérance, en particulier, essayer de regarder comment des milieux de vie euh, plus, j'allais dire, euh, c'est pas plus accueillant, mais de meilleure qualité, incluant évidemment la capacité d'intégration et d'inclusion des personnes en situation d'itinérance, comment ça peut se mettre en œuvre. Euh, il y a aussi tout un tas j'allais dire, d'éléments de santé, de sécurité et de cohabitation sociale qui sont pris en compte dans les aménagements publics et l'urbanisme. La ville de Québec est une des premières au Québec et sans doute au Canada à avoir à peu près systématisé ce qu'on appelle les évaluations d'impact sur la santé en amont de tous les gros projets d'aménagement. Alors, c'est quoi une évaluation d'impact sur la santé? Tu sais, si vous avez déjà entendu parler des évaluations d'impact sur l'environnement, ben, c'est un peu inspiré de ces évaluations d'impact. Ce qui se fait, c'est que en amont, lorsque des projets d'aménagement un peu structurants, majeurs, sont pensés, ben, on essaie de, grosso modo, passer au crible l'ensemble des déterminants environnementaux et sociaux de la santé pour voir quel serait l'impact, y aurait-il un impact de ces aménagements sur ces déterminants, puis s'il y a un impact, va-t-il être positif ou négatif? Un exemple, est-ce que l'aménagement de ce nouveau quartier va favoriser les mobilités actives? Est-ce que ça permet d'accéder au transport en commun? Est-ce que il y a un accès facilité à des espaces verts? Est-ce que, etc., etc. Est-ce que les matériaux de construction permettent d'envisager un habitat qui sera résilient s'il y a des événements climatiques extrêmes, etc., etc. Donc, une évaluation d'impact de la santé, c'est vraiment d'évaluer quel serait l'impact sur la santé de la population, à la fois de la population qui, évidemment, ben, des populations qui vont être en contact direct avec ces aménagements. Donc ça a été assez généralisé, ce qui est un élément évidemment très, très important. Et puis, il y a tout un tas d'autres programmes qui sont non reliés spécifiquement à l'aménagement urbain, mais qui favorisent la santé et la sécurité. La Ville de Québec est en train de finaliser son plan d'urbanisme et de mobilité,
et l'espèce de schéma très, très directeur, tout ce qui concerne l'aménagement urbain, les mobilités urbaines. Et dans ce PUM, qui est composé de plans sectoriels, lesquels plans sectoriels alimentent ce qu'on appelle les plans particuliers d'urbanisme, et ensuite se déclinent en vision quartier, vision en rue. Et dans tout j'allais dire, cette imbrication à différentes échelles, il y a des éléments de santé qui sont pris en compte, des déterminants environnementaux de la santé. Un exemple, dans le PUM, par exemple, cette année, c'est la première fois, il y a un travail assez conséquent qui a été fait avec des équipes du CIUS, de la capitale nationale, pour, dans le cadre euh, des ateliers de participation, de consultation du public, s'assurer de pouvoir mobiliser un certain nombre de communautés les plus fragiles, qui normalement sont complètement dans les angles morts des démarches de participation et de consultation publique. Donc là, il y a eu un travail spécifique pour aller chercher des gens en situation de handicap, des personnes isolées, etc., pour aller les impliquer dans les discussions, ce qui normalement ne se fait pas parce que dans les démarches de participation publique, ces populations-là, on ne les voit pas en général. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, euh, et il y en aurait bien d'autres. Donc ça, c'est pour la ville de Québec. Donc globalement, une ville et c'est pas pour rien qu'elle a décidé et qu'elle était à l'origine de l'entente signée avec Nantes et Lausanne, mais qui a décidé que la santé était aussi une affaire qui la concernait, même si la ville de Québec et les municipalités au Québec n'ont aucune compétence, euh, j'allais dire légale, euh, en santé, à proprement parler. La ville de Lausanne, vous voyez, on n'est plus dans la même 150 000 habitants, donc une ville beaucoup plus petite, évidemment un contexte pour ceux qui le connaissent géographique très différent là, une ville euh, qui est riveraine du lac Léman et qui et en fait est coincée entre les montagnes et le lac. Donc, la ville de Lausanne, elle, a développé une approche très intégrée en santé publique et proximité qui est dédiée à la prévention et la promotion en santé. Il y a une collaboration qui est établie un peu comme la ville de Québec avec le Centre Vitam. Là, cette fois, c'est avec Unisanté. Unisanté qui est un organisme qui n'a pas beaucoup d'équivalent au Québec, qui est à la fois la faculté, on va dire, de médecine, mais qui a aussi une mission de soins de première ligne avec des cliniques de première ligne et qui a aussi tout un volet de promotion des saines habitudes de vie, de prévention de la santé. Donc c'est un peu comme un centre Vitam, mais qui ferait de la formation et qui aurait des cliniques dans différents arrondissements et quartiers à Québec et qui donc interviendrait aussi sur le terrain dans des soins de première ligne. Donc c'est vraiment une approche intégrée. La ville de Lausanne a développé tout un tas d'approches pour aller chercher des labels communes en santé, qui sont souvent des labels promus par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, il y a 5 principes directeurs très intéressants dans l'approche intégrée santé publique, proximité de la ville. C'est donc là, dans tous les projets d'aménagement, il y a une volonté euh, de s'organiser pour que la population soit capable d'agir en faveur de la santé globale, pour promouvoir davantage d'égalité sociale en matière de santé, pour promouvoir des cadres de vie et des environnements physiques favorables à la santé, puis des modes de vie sains et actifs et une santé mentale renforcée. Donc, vous voyez, c'est un cadre à travers lequel tous les projets, incluant les projets d'aménagement, d'urbanisme, de mobilité, doivent passer. Et pour s'assurer de ça, vous le voyez, il y a un groupe de travail promotion de la santé qui a été créé, piloté par une personne et qui est formé donc de 7 personnes, plus la responsable, chaque personne étant nommée par une des grandes composantes de la municipalité. Il ne parle pas de direction, mais à Lausanne, il y a un élu. Donc, il y a 7 membres de l'exécutif et donc un peu comme le conseil exécutif de la ville de Québec. Là. Et donc, chacun est responsable d'une de ces entités et dans chacune de ces entités, il y a un ou une spécialiste qui fait partie de ce groupe de travail de façon à ce que chaque fois qu'il y a un projet d'aménagement, ce groupe de travail est mobilisé pour s'assurer que les principes directeurs sont
mis en œuvre dans ces projets d'aménagement. Et puis il y a un exemple, c'est l'écoquartier des Plaines du Loup, j'ai eu la chance d'aller voir, qui est un écoquartier qui, la première phase a été livrée, il y a déjà des gens qui habitent là, et puis qui a été conçu et construit sur la base d'une prise en compte effective des déterminants environnementaux et sociaux de la santé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, il y a les mobilités actives et les mobilités transports en commun sont privilégiées. Le tramway qui existe euh, à Lausanne euh, passe est en train d'être comment dire, pas rénové mais rallongé pour que ça passe dans ces quartiers-là. Il y a tout un travail autour des paysages, de l'environnement, de l'accès immédiat aux espaces verts. Si vous connaissez un peu les principes, vous savez, 30, enfin 3, 30, 300, c'est-à-dire c'est le principe qui dit que pour favoriser et optimiser le bien-être associé aux espaces verts, il faudrait avoir 3 arbres dans son environnement visible, immédiat, 30% d'espaces verts dans le quartier où on vit, puis être à moins de 300 mètres d'un parc accessible. Bon, ça, c'est des principes, par exemple, qui ont été appliqués. Un autre principe qui est vraiment très intéressant, c'est celui de la mixité sous toutes ses formes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les îlots qui ont été construits selon un principe de mixité. Ça veut dire qu'il y a euh, de l'habitat collectif, de l'habitat individuel, euh, euh, différents types de tailles de logement, mais aussi dans le même immeuble, vous allez trouver ce qu'ils appellent de la mixité en millefeuille, là. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous savez qu'en Suisse, l'immobilier coûte excessivement cher. L'accession à la propriété est quasi impossible. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que il y a un étage, par exemple, qui est laissé au marché. Donc là, avec des prix libres, c'est le marché. Donc avec des gens plutôt avec des revenus élevés qui sont capables d'acheter. Puis un autre étage qui va être conventionné, que la ville et d'autres acteurs sociaux vont cofinancer pour permettre l'accès à ces logements à des populations qui sont beaucoup plus fragiles. Donc une mixité qui est structurellement pensée dans l'organisation et l'architecture du bâtiment. Et puis, évidemment, tous les objectifs de durabilité, les quartiers de 1000 watts, des bâtiments qui sont tous carboneutres ou qui sont proches de la carboneutralité, des critères, c'est un des critères pour s'assurer que, en Suisse, que les bâtiments respectent ces normes-là. Les questions d'énergie, il y a tout un parc de panneaux solaires photovoltaïques, des pompes à chaleur, et beaucoup de participation citoyenne, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait en forte participation avec les riverains, les habitants. Puis aujourd'hui, le quartier, à chaque fois qu'il y a un aménagement nouveau ou une rénovation, les citoyens sont impliqués, puis sont impliqués vraiment. Et vous savez qu'en Suisse, un petit groupe peut demander un référendum assez facilement et puis bloquer n'importe quel projet. Et donc tout ça est pris en compte. Je fais vite. Nantes, alors Nantes Métro, on n'est pas dans la même, c'est 684 000 habitants, puis surtout Nantes Métro, c'est la ville de Nantes, mais 23 autres communes périphériques. Donc, c'est pas juste une ville. Donc là, on a aussi une politique puis, qui est encore plus structurée et inclusive autour, j'allais dire, de la santé. Ils se sont dotés en 2023, Nantes Métro, d'une politique publique métropolitaine de santé. La ville de Nantes était, elle, dotée depuis une vingtaine d'années d'une politique de ce type-là, articulée autour de plusieurs axes: réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, promotion de la santé mentale, prévention ciblée sur des populations plus fragiles, soutien à la recherche, à l'innovation, sensibilisation à l'environnement. Ils sont en train de déployer un quartier sur l'île de Nantes, pour ceux qui connaissent Nantes, donc il y a la Loire qui est un grand fleuve français, un peu comme moins grand, mais quand même un grand fleuve, un peu moins grand sans doute que le Saint-Laurent. Mais imaginez que Québec, imaginez par exemple que l'île d'Orléans soit une île qui fasse partie de la ville de Québec et que cette île soit dédiée, il y a toute une partie de l'île qui évidemment a abrité beaucoup de friches industrielles, en particulier dans le domaine on appelle ça là,
la construction navale. Et donc tout ça a été, est en train d'être rénové, révisé selon les principes de l'urbanisme favorable à la santé. Donc c'est un véritable quartier de la santé. Le nouveau CHU est en train d'être construit. C'est la plus grosse construction européenne dans le domaine de la santé qui existe. C'est 12 bâtiments et tout un tas d'autres bâtiments. Et à chaque fois, les bâtiments non seulement doivent respecter des normes environnementales, mais aussi des principes de mixité. Tous les services dans les bâtiments, j'allais dire tout ce qui relève euh, de l'alimentation, de la restauration, etc., doit respecter des normes euh, 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 liées à la santé. Donc, par exemple, dans ce quartier-là, il n'y aura pas de McDonald's, il n'y aura pas de Starbucks, il n'y aura pas de ce type euh, de service-là. Euh, Bon, je ne peux pas donner tous les détails, là, il y a beaucoup trop de choses qui sont faites, mais avec un principe qui est que, par exemple, Nantes Métro est en train de se doter d'un référentiel d'urbanisme favorable à la santé. Et donc, vous le voyez là dans le petit schéma là, qui vous montre un peu que l'idée d'un environnement favorable à la santé, c'est vraiment le cœur de toutes les activités. Depuis que Nantes Métro s'est doté de cette politique, ça a eu un effet immédiat sur tout l'organigramme de façon à ce que dans toutes les directions euh, de Nantes Métro, ce principe fondateur, qui est un environnement favorable à la santé, soit pris en compte. Donc, dans toutes les programmations, les animations territoriales, les aménagements, euh, il y a ce qu'ils appellent un Nantes City Lab, pardon, qui fait des appels réguliers à projets euh, des projets des démonstrateurs sur le terrain qui viennent, par exemple, puis là j'ai quelques exemples là-dessus, mais après par exemple, viennent promouvoir telle ou telle activité. Là, par exemple, à Nantes, il y a une volonté ils se sont rendus compte que la plupart du temps, quand il y a des espaces euh, sportifs qui sont déployés dans la ville, il y a toujours un effet très genré. C'est-à-dire que ils ont mesuré et évalué l'achalandage et ils se rendent compte que c'est à peu près jusqu'à présent tout ce qui était déployé était consommé ou utilisé par des hommes et pas par les femmes, par exemple. Et donc là, ils ont travaillé à déployer ce qu'ils appellent des espaces sportifs et d'activités non genrés, et ils mesurent les effets, et il y a des effets déjà qui se produisent. Donc, vous voyez, quartier Île-de-Nantes, quartier de la santé, donc là, c'est une prise en compte des déterminants, je disais, de la santé. Tu sais, est-ce que je peux facilement m'installer sur l'île de Nantes? Est-ce que je me sens accueilli? Est-ce que l'offre de service répond à mes besoins? Mon environnement est-il sain, agréable? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je peux facilement faire une pause, me détendre, trouver un espace de nature quand j'en ai besoin autour de chez moi? Est-ce que je me sens entouré? Est-ce que je trouve facilement de l'aide? Est-ce que j'ai facilement accès aux soins? Est-ce que je trouve autour de chez moi la possibilité de me dépenser, de bien m'alimenter? Enfin, toutes ces questions-là qui sont au cœur de toutes les décisions d'aménagement qui sont prises pour l'instant dans ce quartier, qui préfigure un peu des actions plus ponctuelles aussi qui sont mises en œuvre dans les quartiers déjà existants. Euh, donc, je vais passer très vite là encore une fois, mes 6 objectifs en réponse aux déterminants. Bon, vous pouvez les regarder, mais par exemple encourager des modes de vie favorables à la santé. Ben, sur l'île de Nantes, euh, euh, à part un axe central qui va vers le CHU, il n'y a pas de voie pour les automobiles. Mais il faut comprendre que ce soit en Suisse ou en France aujourd'hui, un élu municipal, un maire ou une maire euh, comment dire, peut, peut annoncer, sans se faire traiter de tous les noms d'oiseaux, qu'une politique ou que des décisions visent à diminuer le nombre d'automobiles qui circulent au centre-ville. Sans qu'il soit attaqué et l'accuse de faire une guerre à l'automobile, etc. Ce qui est impossible aujourd'hui au Québec. Mais ce qui n'était pas possible il y a 30 ans à Nantes non plus. Donc, tu sais, il y a eu un cheminement, un changement dans les cultures qui fait qu'aujourd'hui, la population dans son ensemble va accepter ce genre de discours et les mesures qui vont avec. Euh,
Alors, synthèse rapide, convergence, donc ces trois villes partagent une vision quand même intégrée de la santé, considérée comme un enjeu transversal lié à l'environnement, au logement, à l'inclusivité, mobilité, participation citoyenne. Euh, les trois villes s'appuient sur la recherche et l'innovation dans les trois cas et le développement de partenariats pour mutualiser des expertises. Puis, il y a quelques spécificités. Donc, Québec se distingue par plutôt un leadership scientifique, la mobilisation de certains leviers municipaux. Nantes se caractérise de son côté par une politique publique qui est structurée, c'est un financement dédié à des innovations territoriales qui sont dédiées à l'urbanisme favorable à la santé, donc des quartiers de la santé. Puis Lausanne, elle, se singularise par un modèle intégré de santé publique, santé de proximité, via Unisanté en particulier, et un urbanisme favorable à la santé que l'on retrouve dans le cadre de tous les nouveaux écoquartiers qui sont planifiés. Alors, à retenir, ça c'est mon interprétation, c'est un genre d'arche urbain de la santé durable, avec une clé de voûte là, puis je ne vais pas insister là-dessus, qui est ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques. C'est effectivement c'est un principe de l'Organisation mondiale de la santé euh, qui, euh, qui, en fait, donc pour l'OMS, la santé, donc l'Organisation mondiale de la santé, pardon, c'est une approche, cette santé dans toutes les politiques, qui était très intersectorielle des politiques publiques et qui tient ou qui devrait systématiquement tenir compte des conséquences sanitaires des décisions qui sont prises par la ville dans ces différents domaines. La ville, c'est une ville, mais la région, le pays, la province, dans les décisions qui relèvent de ses compétences. Et donc, et qui recherche des synergies qui évitent les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population et l'équité en santé. Alors tout ça, évidemment, ça s'appuie, donc là, ça serait un peu la clé de voûte là, de cette idée de santé dans toutes les politiques, mais ça implique plus d'équité et d'inclusion. Ça implique, et c'est ce qui est le plus difficile et ce qui se fait pour l'instant le moins parce que ça demande beaucoup de ressources, le suivi et le développement d'indicateurs de suivi, parce que je vous disais qu'à Québec, par exemple, il y a des évaluations d'impact sur la santé qui sont faites en amont, mais il y a très peu ensuite, lorsque les aménagements sont mis en œuvre, de suivi euh, de façon à s'assurer que, par exemple, certaines préconisations d'évaluation d'impact ont vraiment été prises, et si elles ont été prises, quel impact ça a? Est-ce que ça a réellement contribué à améliorer ou à diminuer les impacts négatifs sur la santé? Donc ça, c'est un gros enjeu. Ça implique une gouvernance participative très transversale de la participation. Ça implique de l'autre côté, évidemment, aussi de ce qu'on appelle de se doter de référentiels en urbanisme favorable à la santé, puis des boîtes à outils qui vont dans ce sens-là. Je ne répète pas sur les EILS, et une planification intégrée. Euh, donc, je termine là-dessus. Je pense que je suis dans les temps, et je vous remercie beaucoup.